Yes, ça marche. Tac. Euh, j'accepte. On va commencer à accepter hein, les participants. Tac. Née en 1967, l'association Place de la Communication est née pour défendre et valoriser les métiers de la communication et du marketing. Notre association se développe grâce aux bénévoles, aux adhérents et aux permanents. Et ainsi, fort de nos valeurs, nous sommes aujourd'hui le premier réseau des professionnels de la communication, du marketing, du digital dans les Hauts-de-France. Quand je suis arrivée à Place de la Communication, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance. Ils ont pris le temps de m'écouter, de m'accueillir et toujours avec le sourire. Avec Place de la Communication, on découvre des nouvelles méthodes, des nouveaux outils et des startups innovantes. C'est une véritable veille pour les métiers de la communication. L'ambiance est vraiment sympa à Place de la Com. On se prend pas la tête, on est capable de parler de choses sérieuses sans pour autant se prendre au sérieux. Quand c'est autour d'un verre, j'avoue que c'est encore mieux. La convivialité, c'est vraiment le point fort de Place de la Com. Place de la Com, c'est un réseau d'experts à votre service. Lorsque vous participez à l'une des activités, par exemple un atelier thématique, une conférence, une keynote, l'expert intervenant vous permettra de parfaire vos connaissances dans le domaine cité. Place de la Communication, c'est une grande communauté qui se réunit pour partager son savoir, ses expériences. On échange avec des homologues, des experts, des réseaux partenaires. C'est très riche et c'est passionnant. Nous avons en commun les mêmes valeurs. Et pour les faire vivre, nous partageons également les mêmes missions. Être un carrefour d'apprentissage et favoriser la montée en compétences des professionnels de la communication et du marketing. Être un lieu de rencontre et de collaboration et favoriser ainsi la bonne santé économique de notre filière. Faire reconnaître la valeur créée par la communication et le marketing auprès des politiques et décideurs économiques et favoriser ainsi le développement territorial. Place de la Communication, c'est un acteur de référence au service des professionnels et décideurs de la région Hauts-de-France. Une association qui, depuis plus de 50 ans, met en avant les talents de ses adhérents et accompagne leur succès. Qu'ils soient issus de grandes entreprises, PME, institutions, collectivités territoriales, agences, écoles, et aussi des membres indépendants et demandeurs d'emploi, ils ont tous une expertise à partager. C'est grâce à la force de ce collectif,
adhérents, bénévoles, partenaires, acteurs économiques, que nous continuerons de grandir avec une même raison d'être et de communiquer tous ensemble. Développer l'empreinte positive et économique de la communication et du marketing au service des acteurs des Hauts-de-France. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. En quelques mots, je me présente. Donc, Christophe Ducrot, place de la communication. Je suis ravi de toutes et tous vous accueillir ce midi pour un webinaire avec Slasher, avec Quentin et Anthony qui sont avec nous pour 1 heure. Nous allons commencer d'ici quelques instants. 2 points pour que le webinaire se déroule bien. Un premier point, il est enregistré pour permettre un replay. Il sera envoyé dans la journée. Et deuxième point, vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Quentin pourra les prendre pendant la présentation ou alors on fera un moment de questions-réponses à la fin. Hop, excusez-moi. Tac. Donc, comme je disais, donc, Anthony et Quentin sont avec nous ce matin pour évoquer le sujet de la visibilité sur le web. Je laisserai Quentin se présenter juste après Anthony également. Et en termes de programme, on est ensemble pour 1 heure. Je pense qu'Anthony et Quentin pourront peut-être rester un peu après si vous avez des questions, que vous avez d'autres points à voir avec eux. Et je vous laisse prendre la main, messieurs, sur la présentation de ce matin. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci Christophe pour cette présentation, pour cette introduction. Anthony, tu peux peut-être reprendre la main sur le. Oui, sur la tout phrase. à fait. Hop, bonjour à tous. Eh ben, tu peux aller directement sur la slide suivante. Donc, merci à tous déjà d'être venus si nombreux nous écouter. On va vous parler du web et de son évolution ces dernières années. Pour ma part, j'ai rencontré Anthony chez l'annonceur il y a presque 10 ans maintenant, sur un périmètre d'acquisition, responsable e-commerce, et on a roulé notre boss dans le web. On est des purs produits de Google. On a été pendant quelques années aussi chez une agence que vous connaissez peut-être pour certains, La Revanche des sites, à Eura Technologies. Et on a décidé de créer Slasher, une agence SEO et Search Marketing, il y a quelques années pour pouvoir répondre justement à l'évolution de ces métiers. C'est le sujet du jour. On a constaté en fait ces 10 dernières années que les performances de nos clients en SEO étaient parfois très hétérogènes, malgré parfois de gros efforts pour aller chercher des belles positions dans les moteurs de recherche et notamment Google. Cette réflexion nous a permis de revoir un peu notre copie et d'essayer de mieux comprendre comment le web fonctionnait aujourd'hui, comment une marque devait agir pour être visible, aimée et performante sur le web. Et vous verrez que ça ne touche pas que Google, ça touche aussi à d'autres plateformes. Et je vais laisser la main à Anthony pour vous présenter ce constat. Yes, merci, bonjour à tous, enchanté d'être présent aujourd'hui. On avait la question en fait donc de ce webinaire qui était comment rendre votre marque visible, aimée et puissante sur le web d'aujourd'hui. Et donc en fait, c'est quoi déjà le web d'aujourd'hui? Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que nécessairement, et vous l'avez remarqué aussi, les internets se multiplateformisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 15 ans, Google, c'était 98% de part de marché. Et qu'au fur et à mesure, avec l'arrivée aussi des applications mobiles, on a un nombre de plateformes qui s'est multiplié. Et donc, on a une audience qui est présente maintenant sur beaucoup plus de plateformes. On va avoir les moteurs traditionnels avec Google et Bing qui revient en force grâce à l'IA, justement. On a les médias sociaux, YouTube, TikTok, Insta, etc., Reddit, et tous les moteurs IA.
ce qu'il est important de noter dans ces changements chez l'internaute, c'est que, de mémoire, 70% des jeunes font des recherches sur TikTok, et je crois que c'est 40 à 50% préfèrent parfois rechercher des infos sur TikTok que sur Google, par exemple. Donc nous, en tant que professionnels de la recherche et de rendre les entreprises visibles sur les moteurs de recherche, naturellement, on s'étend de plus en plus vers tous les autres médias qui existent et tous les autres moteurs de recherche. Le deuxième constat qu'on a, en fait, c'est que la manière de rechercher évolue. Aujourd'hui, l'Internet fait de plus en plus de recherches, des recherches de plus en plus longues, et une fois de plus sur des plateformes plus nombreuses. Quand on regarde le schéma ici, on se rend compte qu'on avait 0,3% donc des Américains ici qui faisaient des recherches de 13 mots ou plus. Aujourd'hui, c'est 5%. Donc, le shift est majeur. Et encore, là, on ne parle même pas de prompt, puisque naturellement, un prompt aura généralement beaucoup plus que 13 mots. Donc, on a une tendance qui est, je recherche de plus en plus précisément, de manière de plus en plus longue. Donc, je recherche des résultats de plus en plus précis. Et ça sur de plus en plus de plateformes. Donc, comment on fait pour répondre à ces requêtes-là? Nous, on a la conviction que ça se fait grâce à du contenu pour pouvoir répondre à toutes ces requêtes-là. Dernier point qui est important, on en a beaucoup parlé, et ça a fait écho en fait avec l'affaire Ghibli, si je puis dire. C'est que le web passe d'une dynamique de stock à une dynamique de flux. En gros, hier, la mission de Google, c'était d'organiser l'information à l'échelle mondiale. Et en fait, quand on reprend cette phrase-là, on se rend compte que c'est une phrase de logisticien du web. C'est-à-dire que on avait énormément d'informations qui étaient perdues, entre guillemets, sur le web, et son objectif, c'était d'avoir un moteur de recherche pour rechercher les infos. Aujourd'hui, on est dans un contexte où l'IA ne vient pas que rechercher des infos existantes, il vient aussi parfois en générer de nouvelles matières, en fait. Et donc, on le voit avec Ghibli, par exemple, où tout le monde sur LinkedIn a commencé à reprendre cette patte, qui pose naturellement des questions de propriété intellectuelle, mais qui est un cas très intéressant et qui montre un peu le changement de paradigme, qui est que demain, Ghibli, il y a un point positif et négatif avec cette histoire pour Ghibli. Le point positif, c'est que je crois que tout le monde connaît le studio Ghibli aujourd'hui, et tout le monde pourrait reconnaître la patte, donc c'est un coup de notoriété qui est incroyable. À côté de ça, c'est pas quelque chose qui est mesurable. Quand on va dans la Google Analytics, on va peut-être pas avoir beaucoup plus en fait de clics sur le site, etc. Et donc, c'est aussi un point qui est, je pense, intéressant de noter, c'est qu'on se rapproche d'une économie qui est beaucoup plus orientée sur de la notoriété, sur de la présence en ligne, plutôt que sur le fait d'augmenter son nombre de clics sur son site web, en fait. Et donc, l'enjeu, je pense, pour toutes les marques, c'est certes de faire de son site web un asset qui est visité, mais c'est aussi d'être présent partout sur le web le plus possible pour avoir le plus de notoriété et d'impact sur son marché. Ça pose aussi un autre problème, c'est un problème de standardisation, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces outils, tout le monde est capable de créer du contenu. Donc, il y a une production de contenu qui a explosé ces dernières années avec l'arrivée de l'IA. Et aujourd'hui, comment on fait quand on est une marque pour se démarquer, pour créer de la préférence de marque et attirer un trafic avec un contenu qui soit plus unique, plus crédible et plus légitime finalement sur sa thématique. Carrément. Donc en fait, si on résume, on se dit, on a plus de plateformes à occuper, on a plus de recherches à traiter, et on pense qu'avec l'IA, il y en aura de plus en plus. Et il faut potentiellement produire plus de contenu, et du contenu qui doit se distinguer du flood, donc de ce contenu IA qui va venir envahir un peu notre environnement, et de faire du contenu qui résonne avec sa cible et qui soit assez quali pour être mentionné par les IA pour créer cette boucle
viralité. Donc, en fait, dans ce contexte, de quelle manière en fait, on peut multiplier sa présence, parler à son audience et une fois de plus affirmer sa singularité. C'est ce sujet qu'on a voulu traiter. Donc, on se dit, bah oui, création de contenu, on sait, je pense que tout le monde sait ici, et bah, on n'est pas à la place de la com pour rien, que la communication et les contenus, c'est vraiment extrêmement important. Mais on sait aussi que ça vient avec son lot de difficultés. Une difficulté sur le savoir-faire, comment faire des bons contenus, comment les distribuer pour les rendre visibles, et du coup, comment les rendre performants. Comment je m'assure en fait que l'investissement que j'ai pu faire, ou en tout cas comment maximiser mon investissement sur la création de ces contenus-là, qui ne sont pas forcément un ROI pur et dur, mais qui peut être aussi un investissement qui sert à sa notoriété, à sa visibilité, à la mémorisation de la marque auprès de son audience, etc. À ces freins-là, en fait, nous, on pense que le search marketing peut vraiment vous aider parce qu'on pense qu'en fait, il vient apporter quelque chose en plus. Et en fait, c'est justement le fait de pouvoir mapper les besoins internautes, de pouvoir comprendre les besoins internautes à travers ce qu'il va rechercher sur le web. Donc, nous, on a cette chance d'avoir une sorte d'étude de marché à ciel ouvert, de pouvoir regarder ce qui est recherché, regarder les types de contenus qui fonctionnent. Et ça, c'est toujours très utile pour justement choisir ces sujets, les prioriser et trouver le bon ton. L'avantage aussi du search, c'est que ça va vous permettre d'avoir déjà une première réflexion sur la distribution du contenu. Ça, on va en parler. Mais naturellement, un contenu qui n'est pas distribué, qui n'est pas promu, en fait, c'est un contenu qui va rester sans engagement, sans visibilité. Et donc, le search, c'est déjà une brique qui est intégrée à ça. L'avantage aussi, c'est que demain, si votre contenu est visible sur les moteurs de réponse, quels qu'ils soient, ça va prolonger sa durée de vie et ses performances au fur et à mesure du temps. Si demain, vous occupez la première position sur YouTube avec une vidéo qui répond parfaitement à un besoin internaute, pendant 10 ans, vous allez pouvoir capitaliser sur cette première position, sur cette visibilité, pour avoir de la notoriété et des leads. Et la dernière chose, c'est que créer du contenu et améliorer votre notoriété, ça va améliorer vos performances SEO. Et ça, c'est quelque chose dont on se doutait, nous, spécialistes du SEO, donc du référencement naturel. Mais c'est une information qui nous a été confirmée lors des récents Google Leaks qu'on est venu décortiquer, en fait. Donc, justement, en fait, je pense que si je demande ici aux personnes, est-ce que vous aimez le SEO? Est-ce que c'est l'une des pratiques que vous aimez le plus? Je ne suis pas forcément sûr que ça vienne dans le top 3 en termes de com. Pour une raison qu'on peut comprendre, c'est que pendant des années, Google était tellement puissant et avec des règles tellement particulières par rapport à son algo qu'on a essayé de beaucoup plaire aux robots et c'est ce qui fonctionnait. Google en a eu conscience et a modifié son algorithme pour que son algorithme soit moins technique, moins ingénierial et plus marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Google va pousser beaucoup plus facilement des marques qui sont connues et qui sont vérifiées. Donc, par exemple, des sites web ou des entreprises qui ont une marque qui est recherchée sur le web, avec des réseaux sociaux, avec du trafic très varié, etc. Donc, votre notoriété va directement impacter votre référencement naturel. On avait aussi ce penchant de dire, sur une page, il nous faut beaucoup de contenu, parce que plus on en a, et plus l'algo va comprendre, etc. Et ça, c'est également en train de changer, parce que maintenant, Google va regarder aussi quelle est l'expérience utilisateur. Et donc, si l'expérience est bonne sur la page, vous allez garder les premières positions. Et donc, Google va tester sans arrêt les pages et se dire, cette page-là, elle n'est pas assez UX-friendly, pas assez bonne, pas assez sympa pour l'utilisateur. Et donc, je vais la rétrograder à profit d'autres personnes.
Et enfin, Google se dit, les meilleurs contenus, c'est les contenus qui engagent. Et donc, il faut des interactions, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que les gens restent, regardent la vidéo sur un article de blog, par exemple. Et donc, il est capable de voir ça, notamment avec du Google Chrome, qui vient capter la data. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on on a longtemps vécu dans un monde où le site, quand il était SEO friendly, il était très orienté SEO, avec des recommandations assez dures, parfois un peu à l'encontre du beau, de la com, etc. Et aujourd'hui, on change de paradigme avec ces révélations, parce que demain, vous devez être une marque puissante, avec un site agréable, avec un contenu qui est intéressant, innovant, qui sort un peu de l'ordinaire, et une page où il y a de l'interaction, etc. Et donc ça, c'est top, parce que aujourd'hui, on a 2 raisons de pousser de la création de contenu. La première raison, c'est que la création de contenu va vous permettre d'être visible sur toutes les plateformes que vous pouvez viser. Et il va vous permettre aussi d'améliorer vos positions en SEO. Et donc, c'est pour cette raison qu'on l'a, nous, incorporé aussi dans notre offre et dans notre méthodologie. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de rentrer un peu dans la méthodo, de se dire comment vous aider à construire une strate de contenu grâce au search. Alors, attention, vous êtes des spécialistes de la com, on n'a aucune prétention à dire qu'on peut mieux faire, c'est juste qu'on pense qu'on a des outils qui sont sous-utilisés et qui peuvent être vraiment très intéressants pour vous. Et on avait envie de vous les partager, de vous donner un peu des idées, des insights. Anthony, j'ai une petite question dans le chat avant de rentrer dans ce cas concret peut-être. On a une question qui nous demande un peu la différenciation entre le SEO et le search. Pourquoi on emploie souvent le terme search? Et c'est une question importante, c'est pour ça que je me permets de t'arrêter. Parce qu'effectivement, on est des purs produits de Google, on fait du SEO depuis 10 ans et volontairement on parle de search aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Tout à fait. C'est une excellente question et c'est vrai que j'aurais pu limite en faire une slide pour mettre au clair tout ça. Donc merci Axel. Donc le SEO, c'est ce qu'on appelle la visibilité organique naturelle. C'est généralement ce qu'on va associer au moteur de recherche traditionnel. Le search marketing, en fait, c'est le terme global, donc marketing de la recherche. Et donc, c'est votre visibilité sur tous les moteurs. Donc, en gros, search marketing, on va mettre dedans le SEO, le search, le social search, donc YouTube, TikTok, Insta, etc. Et dans le search marketing, on va avoir aussi le SEA, Google Ads, donc le payant, et les moteurs IA. Donc, si je récapitule, pour être bien clair, search marketing, en effet, c'est le domaine global de la recherche. À l'intérieur, on va avoir le SEO avec Google et Bing. On va avoir le social search avec les médias sociaux. On va avoir l'IA, le référencement sur les IA, et la partie payante. Ce qui est important de bien comprendre également, c'est que Google, toutes ces dernières années, a évolué. Vous avez bien compris au travers du discours d'Anthony que l'autorité de la marque, sa crédibilité, sa puissance est devenue un élément prépondérant et un critère de référencement important aujourd'hui pour Google. Et donc, du coup, elle est influencée par d'autres plateformes. La réputation d'une marque, ce n'est pas que, comme on l'a fait pendant 10 ans, des backlinks et des mentions sur le web. C'est également la façon dont vos contenus sont partagés, commentés, likés sur les réseaux sociaux, la façon dont vous prenez la parole au travers des différentes plateformes qu'on vous a présentées. Carrément. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est, en fait, on a voulu prendre un exemple concret et d'avoir 2 personas qui ont le même problème, mais qui sont très différents au final, et on va le découvrir là. C'est pour illustrer à la fois les étapes et comment utiliser ces différentes étapes pour construire votre strat. Donc, disons que nous sommes une marque qui vendons des produits aux personnes qui souffrent de mal de dos. Je peux avoir 2 cibles différentes. Je peux avoir, par exemple, les sportifs, les runners, donc la vibe des marathons, semi-marathons, etc. Donc, sportif de 30 ans versus le senior de 60 ans. Donc,
Généralement, la première étape, ça va être d'étudier les personas. Alors, je sais que les personas, il y a 30 ans, on en parlait déjà. Je trouve qu'aujourd'hui, alors, ils ont toujours été très intéressants, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils reprennent encore plus de saveur, justement, avec cette multiplateformisation de l'audience. Pourquoi? Parce que, en fait, on se rend compte que chaque personne, selon sa situation, va avoir des besoins différents. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Pour vous aider, nous, il y a une matrice qu'on aime bien utiliser, alors qui est imprononçable, hein, c'est le QPA-FF-CG-MIM. Mais en gros, c'est d'aller repérer quelles sont les questions, les problèmes, les alternatives, les peurs, les frustrations, les préoccupations, les objectifs, les mythes, les intérêts et les incompréhensions. Je ne vais pas tous les faire, bien évidemment. Ici, on a dû cutter un peu pour faire de la place et tout mettre dans la slide, mais en fait, c'est très, très intéressant de se mettre à la place de son persona et c'est surtout d'interroger ses personas parce que ça va nous permettre d'avoir des sujets qui sont particulièrement intéressants. Je vais juste prendre 2-3 exemples. Quelles peuvent être les questions d'un jogger de 30 ans qui a mal au dos? Il va peut-être se demander s'il peut continuer à courir, si c'est des raisons musculaires ou ligamentaires, est-ce que c'est des problèmes d'étirement, etc. Il va peut-être avoir des mythes en se disant en fait, c'est normal d'avoir mal en courant et je dois continuer à courir. Il va peut-être se dire ouais, c'est parce que je ne bois pas assez d'eau, etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est des sujets qu'on va pouvoir venir utiliser pour son planning édito, en fait. Si demain, je veux me spécialiser sur les personnes qui ont mal au dos et qui font du running, je sais qu'en activant ces besoins-là, je vais pouvoir remplir mon planning édito. Et donc, je ne sais pas si... cette matrice-là, je la connaissais, je l'ai connue il y a assez peu de temps. Et après, je me suis rendu compte que les personnes les plus impliquées, par exemple, dans des stratégies YouTube, avaient tendance à utiliser ça, notamment dans la branche Make Money Online, etc. Donc, les personnes qui vont vendre des formations, faire du business. Et bon, visiblement, ça marche bien pour eux. Enfin, ça dépend pour qui. Mais c'est assez intéressant de se dire c'est quoi les fausses pensées de ma cible qui les empêchent d'avancer et d'utiliser mon produit ou mon service, par exemple. Et donc, pour finir juste ça, en fait, si on compare les questions ou les mythes de mon jogger de 30 ans versus mon senior de 60 ans, on se rend compte que les questions sont radicalement différentes, en fait. Mon senior de 60 ans va peut-être se dire que c'est normal, je peux rien y faire, c'est l'âge, ou alors qu'il ne faut surtout pas bouger, qu'il faut se reposer parce que c'est la seule manière d'aller mieux, en fait. Et donc voilà, je pense que d'avoir en fait cette approche là, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus, une idéation beaucoup plus intéressante. On se rend compte que pour un même problème, on a des approches qui sont différentes d'un point de vue sujet et contenu. Hop. Un point aussi qui est intéressant et important de noter, c'est que top, merci Delphine. Un autre point qui est aussi hyper intéressant à mentionner, c'est que votre persona va avoir des besoins différents et va utiliser des plateformes différentes avec des fréquences différentes, des manières différentes de recevoir le message. Alors là, c'est peut-être des exemples qui sont caricaturaux, mais c'est pareil, une fois de plus pour illustrer tout ça. En fait, notre jogger trentenaire, il va peut-être avoir tendance à écouter énormément ses compères, ses confrères de running, qu'ils soient des coureurs amateurs, des coureurs pros, des influenceurs, ou des médias qui sont très spécialisés dans le running. Ou alors, il va aussi écouter des kinés, mais pas n'importe quel kiné, les kinés du sport, voire même les kinés du sport spécialisés en running, en fait. Alors que de l'autre côté, le senior aura tendance plutôt à valoriser peut-être des figures d'autorité, des personnes avec une blouse blanche, peut-être des sites assez orientés médecine comme Doctissimo, voire même parfois des groupes de soutien.
Si vous tapez mal de dos dans Facebook, vous serez impressionné par le nombre de groupes qui existent, le nombre de personnes qui vont s'inscrire et demander de l'aide. Et donc, le jogger va être plutôt sur une approche peut-être communautaire. Je vais chercher des infos dans Google, je vais aller sur Reddit, donc Reddit qui est un super forum communautaire. Je vais aller sur YouTube pour aller chercher des infos, chercher des tips, chercher des réponses à mes problèmes. Je vais aller sur TikTok parce que y a une vibe, je veux me divertir et en même temps, je peux prendre du snack content sur des conseils, etc., etc. Alors que le senior, lui, il va plutôt utiliser Internet Explorer. Et donc, Internet Explorer, c'est rattaché à Bing. Quand il a besoin de parler à une communauté, il ne connaît pas Reddit. Lui, il va plutôt aller sur du Facebook et aller chercher des infos, chercher des groupes, mettre un post, etc. Et donc, forcément, si on a des plateformes différentes, on va avoir des contenus qui seront peut-être différents dans le format. Et si on a des médiums différents, on va avoir des manières différentes de faire le contenu. Si vous mettez une blouse blanche auprès des joggers, ça ne va pas le faire. Et si vous n'avez pas une figure d'autorité assez importante côté senior, vous ne serez peut-être pas aussi bien écouté. Donc, tout ça, en fait, nous, on va justement pouvoir aussi auditer tout ça sur les différentes plateformes pour vous donner les insights, en fait. Et ça me paraît très, très important. Une notion aussi intéressante, c'est que si demain, vous ne vous sentez pas de prendre la parole ou que quelqu'un en interne prenne la parole, dans le cas du jogger trentenaire, vous pouvez peut-être co-créer le contenu avec des coureurs amateurs, pros, influenceurs, justement pour profiter de leur visibilité, profiter du fait qu'ils sachent créer du contenu et de faire une strat avec eux. Donc, première étape, on comprend très bien le persona, on essaye d'aller vraiment deep down, de plonger en fait, pour vraiment comprendre tout ce qui se passe dans sa tête. Après, vous pouvez utiliser la data disponible, la data search, disponible pour vous faire un avis encore plus important. Donc, nous, on a accès forcément aux recherches Internet et c'est juste hyper intéressant pour comprendre quelle est la compréhension du marché par les internautes. Donc, par exemple, en se plongeant dans la data, on se rend compte que les personnes qui ont mal au dos vont rechercher parfois des pathologies, la lombalgie, la sciatique, l'hernie discale, vont parfois rechercher des produits de compensation, des patchs, des ceintures, vont essayer d'aller trouver des exercices ou des traitements, donc l'échauffement, des exercices de musculation, d'étirement, etc. Parfois, ils vont essayer de savoir si c'est la cause, quelle est la cause, alcool, alimentation, fatigue, stress, etc. Parfois, ils vont rechercher aussi des sports alternatifs ou adaptés, comme le yoga, la natation, etc., etc. Et donc, ça, c'est quand même une mine d'or d'informations de se dire qu'est-ce que recherche le marché? Est-ce que, par exemple, ma situation, elle est dedans ou pas? Pour que vous puissiez voir ce que l'internaute connaît et ne connaît pas et créer du contenu tout autour. Anthony, il y a une question de Delphine qui nous demande si cette data provient des recherches issues des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche classiques. Alors ici, on est sur du moteur de recherche classique. On peut avoir la data de YouTube et on a la data de TikTok qui commence à être disponible. Alors je dis commence parce que elle est disponible aux États-Unis, mais pas encore en France. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est parfois de partir sur les moteurs de recherche et ensuite de taper cela dans les réseaux sociaux pour avoir un peu un fil et se dire déjà est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà créé du contenu ou pas. Mais en effet, c'est pas forcément simple de trouver la data sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est justement de benchmarker la performance des contenus par rapport à des mots-clés de Google. Comme ça, on peut se dire, en effet, il y a de l'attraction sur ce mot-clé-là, parce qu'on voit à travers les likes, les commentaires, les interactions, les partages, que ça brasse du monde, en fait. Mais je te rejoins, Delphine, c'est pas toujours simple. Et quelque chose de très complémentaire aussi que je voulais ajouter, Anthony, c'est que
on se base voilà, sur de la data pour prendre des décisions ensuite. Mais la première étape des personas va nous permettre aussi d'aller au-delà de ces requêtes-là, parce qu'il faut savoir déjà dans Google, il y avait entre 15 et 20%, je crois, de nouvelles requêtes chaque année tapées dans le moteur de recherche. Aujourd'hui, avec le multiplateforme, pardon, les multiples plateformes auxquelles les gens ont accès et font leurs recherches, que ce soit l'IA ou les réseaux sociaux, le nombre de requêtes va exploser. Et donc, la connaissance de vos personas va vous permettre aussi peut-être d'identifier des sujets qui ne sont pas encore forcément tapés aujourd'hui et recherchés pour être dans une approche un peu plus prédictive aussi. Donc, cette première étape, elle est vraiment prépondérante dans votre stratégie de contenu. Ouais. Carrément. Je regardais un peu, je crois qu'il y avait une autre question. Se regarder aussi les hashtags. Alors, c'est un sujet. Vas-y, je te laisse répondre. Ouais, en fait, c'est pareil, c'est que on peut pas avoir de volume extrêmement direct. Par contre, pareil, on peut regarder la performance des contenus et avoir une sorte de prédiction parce que, en fait, naturellement, si un contenu, si un sujet est recherché sur les réseaux sociaux, statistiquement, il aura plus d'interactions qu'un autre. Donc, en fait, on part généralement des volumes sur les gros moteurs de recherche, donc Google, Bing et YouTube. Et après, sur les réseaux, on va plutôt regarder la performance et on va indexer ça aussi avec les volumes. Généralement, on a quand même une sorte de proportion entre ce qui est recherché dans les moteurs et dans les réseaux sociaux. Malheureusement, on ne peut pas être aussi granulaire, mais peut-être qu'avec le temps, ça viendra. On espère en tout cas, parce que nous, c'est toujours de la data à aller chercher et à aller étudier. Voilà, en fait, c'est exactement ce que je disais après, c'est que par rapport à tous ces mots-clés-là, on va nous regarder l'anatomie des pages de résultats, la performance des contenus, pour aller chercher des nouvelles idées, sélectionner des sujets, prioriser d'autres sujets, et vraiment faire un état des lieux en se disant, ce sujet-là, il a l'air vraiment hyper intéressant, rechercher sur les moteurs, on a du contenu qui génère de l'interaction et de la visibilité, et donc on peut prioriser de cette manière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Google, il y a encore quelques temps, n'indexait que des résultats, on va dire pro-Google, c'est-à-dire sur la vidéo, par exemple, que du YouTube dans ses pages de résultats. Aujourd'hui, vous verrez que sur certaines requêtes, alors souvent des requêtes plutôt informationnelles, on va commencer à avoir du Pinterest, du TikTok, du X, qui s'indexent directement dans les pages de résultats de Google. Et tous ces encarts-là, c'est autant d'indications et d'informations pour nous qui vont nous permettre de savoir comment répondre à l'intention de la recherche et quels sont les formats peut-être à produire pour toucher notre cible et les engager. Ouais, carrément. Et c'est vrai que, alors là, on ne l'a pas forcément mis dans la présentation, mais en fait, ici, vous voyez quand vous faites une recherche, par exemple sur Google, les sujets qui sont dispensés ici. Donc, on a images, vidéos courtes, web, finance, actualité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'onglet est à gauche, plus ce sont des sujets plus c'est cliqué en fait par l'internaute. Et donc ici, vous avez vidéo. Donc généralement, vous allez avoir un mur de vidéos, très souvent YouTube. Et ici, on a l'onglet vidéo courte, qui va être soit du short YouTube ou Insta ou TikTok. Et de plus en plus, on a ces blocs qui viennent ici directement avec soit de la vidéo, c'est ce qu'on voit là, avec de la vidéo qu'on va dire standard. Et on va avoir parfois des encarts TikTok, short, etc., qui viennent de plus en plus et qui vont, je pense, occuper de plus en plus d'espace. Nous, quand on regarde aux États-Unis, c'est des choses qui sont, c'est vraiment des imbrications qui sont très, très régulières. Pas encore en France. Mais on sait que Google teste toujours en avant-première aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte. C'est que cette page de résultats-là, elle va venir évoluer et on va avoir de plus en plus d'imbrications, de contenus différents, de médias différents. Et occuper l'espace, produire du contenu, c'est occuper l'espace en fait. Grégory pose une question sur en fait, finalement, est-ce qu'on ne ferait pas le même type de contenu que les autres si on suit cette méthode? Je pense que la data, effectivement, Grégory, nous permet pas d'identifier le contenu que les autres font, mais en fait, l'attente des internautes. Ce que Google nous remonte, c'est juste ce que veut consommer l'internaute, parce que c'est ce qu'il consomme. Hein, c'est purement algorithmique.
Donc là, ce sur quoi on a la main, c'est sur le fond, sur le style, sur la tonalité que vous allez donner à vos contenus. C'est ça qui va créer votre singularité, qui va vous permettre de toucher votre audience. Maintenant, est-ce qu'un internaute consomme du short ou de la vidéo verticale? Oui, en fait, et de plus en plus, et c'est ce qu'il attend. Et si vous ne le faites pas, malheureusement, vous risquez de perdre en visibilité et en engagement ensuite. Ouais, je pense aussi que la question de Grégory, c'est par rapport à la recherche de la data et des sujets. En fait, pour moi, si on copie à 100%, entre guillemets, si on se base que là-dessus, on va être sur les contenus les plus concurrentiels. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on veut intégrer de la compréhension des personas, parce que en fait, votre audience, si elle a un problème qu'elle comprend et dont elle a conscience, elle peut la rechercher sur une plateforme. Mais votre audience aussi, elle peut avoir des problèmes qu'elle n'a pas encore conscientisés et qu'elle ne recherche pas encore. Et donc, en fait, notre travail aussi, entre guillemets, de communicant, c'est de se dire quel est le pourcentage des contenus que je crée basés sur cette data et quels sont les contenus dont je n'ai pas de data que je vais quand même créer. Est-ce qu'il faut faire 50-50? Est-ce qu'il faut faire 20-80? Mais en effet, si vous faites 100% basé sur la data, vous allez nécessairement avoir une strat qui sera identique. Après, identique ou pas identique, le plus important, c'est que ce soit vu, que ça crée de l'engagement, que les gens peut-être s'abonnent à du YouTube, à du TikTok, qui vous suivent au quotidien sur les réseaux sociaux, qu'ils arrivent sur le site, qu'ils téléchargent un lead magnet, etc. etc. Mais pour moi, en effet, Grégory, l'enjeu, c'est de se dire jusqu'à quel pourcentage du contenu que je vais créer va se baser sur la data et quels sont les contenus que je veux faire qui ne sont pas basés sur la data. Et ça, c'est là où il y a l'expertise, la connaissance et c'est là où vous avez aussi votre mot à dire. Troisième étape, on va définir la strat 360. Donc, en fait, on va sélectionner et prioriser les sujets. C'est justement ce dont on parlait. On va essayer de définir la fragmentation de ce contenu et la manière de le diffuser. Et on va essayer de mettre un mécanisme de collecte de leads. Alors, non obligatoire, mais c'est toujours un plus. Je vais expliquer ça. Donc, sélectionner et prioriser les sujets, c'est juste ce qu'on s'est dit. Nous, on fait une sorte d'immense benchmark de toute la data qu'on a sur tous les besoins internautes. Ensuite, on va sélectionner, on va mettre des priorités, soit par rapport à des volumes, soit par rapport à de la pertinence business, soit par rapport à une vraie à la pertinence avec votre produit ou service. Et ensuite, on va se dire, qu'est-ce qu'on produit comme contenu, comment on le fragmente et comment on le diffuse. Donc, demain, vous pouvez produire un seul contenu, ne pas le fragmenter et ne pas le diffuser. Ça peut fonctionner, mais si on veut maximiser nos chances, nous, on essaye de pousser en fait, nos clients à faire ça. C'est de se dire, demain, vous devez penser à un contenu master. Un contenu master, c'est un contenu dense qu'on peut facilement fragmenter. Fragmenter, décliner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce contenu master, on va pouvoir générer d'autres contenus plus petits, plus courts, plus faciles à créer. Donc, imaginons que je fais une vidéo longue sur l'hernie discale. Donc, une vidéo longue, ça peut être 10, 15, 20, 30, 40 minutes selon le format que vous souhaitez. Ça va être mon contenu le plus enrichi, à plus haute valeur ajoutée, et il va être prédestiné à du YouTube en priorité. Mais je vais pouvoir la mettre dans un article de blog, et donc cette vidéo longue, je vais pouvoir la transformer en article de blog et intégrer la vidéo dans l'article de blog. Je vais pouvoir prendre des parties de cette vidéo longue, les couper pour en faire des shorts, ici sur Meta, TikTok, Instagram, etc. Je vais pouvoir prendre des idées et en faire des posts réseaux sociaux en me disant, demain, si j'ai envie de parler de l'hernie discale, d'avoir une certaine présence,
peut-être que j'ai envie d'en parler 2 fois par semaine. On a une 50aine de semaines, il me faut 100 posts. Eh ben, je vais prendre des idées de cette vidéo longue, je vais en transformer des posts et après, je vais trouver des angles pour parler de ce même sujet différemment. Ça veut dire que demain, avec des contenus master, on va pouvoir presque annualiser une certaine partie de notre stratégie réseaux sociaux. Et donc ça, c'est intéressant parce que parfois, c'est dur de trouver des idées. Et au plus on arrive à préparer sa ligne édito sur les réseaux sociaux, et au mieux on se porte et au plus on gagne de temps. Autre exemple ici, avec la vidéo longue, je peux venir la propulser via ma newsletter pour lui donner toujours plus de puissance, de visibilité, etc. et maximiser sa performance. Au-delà de tout ça, donc là je prends de la vidéo longue parce que c'est un exemple qui est très frappant. Parce que la vidéo longue, en fait, c'est pour moi le contenu ultime à travers justement toute la possibilité de déclinaison. Mais demain, vous pouvez faire peut-être un livre blanc très puissant ou un dossier ou une étude de marché et venir utiliser cette étude de marché pour faire plusieurs articles de blog, donner des insights sur l'étude de marché via des shorts, utiliser des insights de l'étude de marché pour faire des posts de réseaux sociaux, etc., etc., etc. Donc, on peut être imaginatif. Là, je vous ai mis vidéo longue parce que c'est ce qui me semblait intéressant. Voilà. Et donc, à chaque fois, si vous avez la possibilité, essayez de penser à la collecte de leads. C'est-à-dire que être visible, c'est super. Engager, c'est encore mieux. Mais pouvoir collecter les coordonnées d'une personne qui est la cible pour peut-être lui offrir de la valeur, un rendez-vous gratuit, un programme gratuit, un test, un livre blanc, quoi que ce soit. Pour avoir ces coordonnées, ça peut permettre d'enrichir la base CRM, de retargeter sur les réseaux, etc. etc. Et puis, on a les 2 dernières étapes qui sont ici beaucoup plus rapides, en tout cas que je vais évoquer plus rapidement. C'est l'exécution de la stratégie, donc roadmap, planning édito, des rendez-vous de synchro, des bilans pour voir comment s'organise le projet, comment on avance, et de l'aide à l'exécution. Pensez quand même à l'IA pour faciliter certaines productions de contenu avec intelligence, etc. Et ensuite, la dernière étape, c'est on va forcément analyser et itérer. Donc, retranscrire en fait les performances des contenus, des canaux, déceler quels ont été les contenus winners et losers, parfois réviser certains process parce que produire du contenu, c'est pas toujours simple et donc aussi le fait de pouvoir faire, on se rend compte de ce qui est facile, ce qui est difficile et de réviser les process. Et nécessairement de venir améliorer la stratégie. Le but, c'est pas de créer du contenu chaque année différent, c'est de réutiliser ceux qui ont bien fonctionné, parfois de les tweaker, changer l'angle, changer le message, mais garder la même substance. Et donc de venir construire au fur et à mesure de la stratégie. Donc voilà, en gros, pour résumer, décortiquer les personas, analyser la data, définir la stratégie 360, exécuter, analyser, améliorer pour la visibilité, la notoriété et la performance. Et du coup, les 3 questions moi, que je voulais vous poser pour pousser la réflexion sur votre situation, c'est on a tous une idée de ces personas, mais en fait, à quel point vous les connaissez? Quel est le niveau de connaissance que vous avez de vos personas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez généré des contenus qui répondent vraiment à leurs recherches, à leurs préoccupations profondes? Et est-ce que ce contenu-là, il a généré des interactions, de la visibilité? Parce que, en fait, vous voyez que c'est simplement une sorte de funnel jusqu'à la bonne création de contenu, quoi. Voilà pour nous. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des avis, n'hésitez pas. On a répondu à toutes les questions dans le chat au fil de l'eau, mais on a encore du temps, suffisamment de temps pour répondre à d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en désaccord avec ce qu'on a pu dire ou avec certaines idées de la présentation?
Alors, D'accord, si hein. vous le souhaitez, vous pouvez directement prendre la parole en allumant votre micro. Ce sera plus simple pour le temps de questions-réponses. Bon, a priori, Wolfran, je sais que tu es en train de réfléchir à une question là. Je te vois réfléchir. Non, du tout. Mais ça m'a l'air très, très technique. Très, très technique. Et à un moment donné, moi, je me pose la question de quel est l'intérêt d'être sur d'autres supports que sur le web. Et je vois pas trop par rapport à mon activité, la traduction, d'être ailleurs que sur le web. Donc, je reste le gars de 60 ans. Bah, il y a forcément des industries qui sont plus ou moins compatibles avec la création de contenu. On va pas se mentir. C'est plus facile de créer du contenu sur le mal de dos que sur des choses très techniques. Pour autant, je pense que ça pourrait être très intéressant d'essayer de creuser certains sujets. Il y a peut-être des sujets qui sont très techniques, des barrières, des objections que vous entendez souvent, que vous pourriez traiter dans une strate de contenu. Peut-être que votre cible ne va pas rechercher la question dans Google. Peut-être qu'elle va la rechercher parfois à travers l'IA, parce qu'on se rend compte que l'IA ouvre des questions beaucoup plus techniques qu'auparavant. Et aussi, au-delà de ça, il y a, je pense, la question de la rétention, de la mémorisation de la marque. C'est qu'en fait, si demain vous connectez... Ah, vous m'entendez bien? ouais, très bien. Ok. Oui, Ok. oui. Désolé, Géraldine. Il y a aussi la notion de communiquer, faire du contenu, c'est envoyer des messages. Et en fait, demain, si vous faites des shorts, que vous les mettez sur LinkedIn et que vous êtes connecté à votre cible, vous allez pouvoir traiter des objections courantes ou montrer des points de différenciation par rapport à la concurrence, quoi. Mais après, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a des industries plus ou moins adaptées. Et après, il y a des strates aussi qui sont plus ou moins poussées. C'est-à-dire que demain, on n'a pas besoin d'aller sur du Reddit avec votre business. C'est pas la question. La question, c'est de se dire justement, c'est quoi les messages qu'on veut envoyer? C'est quoi les plateformes où sont votre cible? Et quel type de contenu on fait dessus, en fait. Et le but, ça va être d'être intelligent et d'aller petit à petit, parce qu'on n'a pas envie de créer une machine de contenu qui vient vous assommer, en fait. Ouais. Moi, que Bon, j'entends. excuse-moi, juste une remarque. Vous avez cité plein de plateformes. Vous n'avez pas cité LinkedIn. Et récemment, j'ai fait remarquer qu'en faisant une recherche Google toute bête, du contenu que j'avais moi publié sur LinkedIn ressortait. Ouais. Donc, c'est vrai. Faire des publications LinkedIn avec du texte et avec du contenu, il y a un intérêt. C'est vrai, tout à fait. Ouais, ces slides n'avaient pas vocation à être exhaustives. Il y a bien sûr toutes les plateformes sociales aujourd'hui qu'on peut intégrer dans la réflexion, et LinkedIn sur du B2B est bien sûr très puissant aussi à ce sujet-là. Je reviens aussi un peu sur ta question. Tu parlais de complexité. Est-ce que par là, tu entends aussi la complexité de s'appliquer à soi-même toutes ces étapes et cette méthode de création de contenu? Est-ce que pour toi, ça te paraît insurmontable en fait de pouvoir réaliser ce travail pour toi-même, de la réflexion jusqu'à l'exécution? Je ne suis pas sûr que ma cible y soit sur ces. Moi, c'est la question de la cible. Mon persona. Est-ce que mon persona, celui qui achète de la traduction, se trouve sur TikTok? Oui, il y en a forcément, mais est-ce que lui va faire ses recherches là-dessus? Je pense que, alors à tort probablement, ou peut-être, je pense que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment fun pour être sur TikTok. Oui, Delphine. Ouais, non, merci pour toutes ces infos que je partage et avec lesquelles je suis en phase puisque je crée des contenus. Et justement, ce que je relève aussi souvent, c'est que pour un même sujet, on a tendance à retrouver des mêmes types de posts, alors que les entreprises se disent, bah voilà, j'ai un sujet et je balance
de la même forme, alors que justement, si on prend en compte le côté persona et le type de réseau, on peut avoir un même sujet traité sur une vidéo et prendre une autre forme sur donc l'importance de prendre en compte et le sujet et le besoin, mais on peut avoir un sujet qui est commun à deux types de cibles, mais qui doit être traité différemment en fait en fonction du réseau social sur lequel on destine. Et ça permet de multiplier aussi, d'être vraiment en phase sur les codes qui correspondent à la cible, alors qu'on a traité le même type d'information en fait. C'est vrai que c'est des choses que je travaille aussi avec les étudiants, parce qu'ils ont pas en tête, voilà, comment on affine en fonction d'une cible, d'un persona, une même problématique, en fait. Mais je pense que toute la valeur ajoutée de notre travail, elle est là, dans le sens où aujourd'hui, je reviens sur les freins qu'Anthony présentait tout à l'heure à la création de contenu. Les freins, c'était le savoir-faire et les ressources qu'on peut y accorder, le temps à y passer ou le budget à y consacrer parfois. Aujourd'hui, ces freins-là, ils commencent à être complètement gommés de par l'arrivée de l'IA qui nous aide beaucoup, mais ça doit justement nous permettre de passer plus de temps dans la réflexion sur nos personas, sur la tonalité, le style pour faire de nos contenus des contenus singuliers, des contenus uniques qui mettent en valeur la marque et qui lui permettent justement de montrer aux moteurs dans leur ensemble, qu'on ait une marque crédible, d'autorité sur sa thématique et qui répond à des vrais besoins utilisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la slide de agenda. Si vous les avez. Du coup, Lola, je me permets juste de rappeler, c'était marqué sur la slide, mais du coup, nous, donc Slasher est une agence de SEO et Search Marketing qui est à Lille. On est basé à Aura Technologies et on a l'habitude d'organiser tous les 3 mois un afterwork. Le prochain, c'est le 15 mai. Donc, on invite bien sûr tous les membres du réseau à nous y rejoindre. On communiquera sur nos réseaux, LinkedIn et autres, sur le lieu et plus de détails sur l'événement. Donc, voilà, on aura plaisir à vous accueillir. Merci à tous les deux pour ce webinaire. Merci à vous. Il sera disponible en replay sur le site internet avec la présentation. Petit point agenda rapide. Pour vendredi, on a finalement de nouvelles places disponibles pour le Dash Connection. Donc, si vous êtes disponible, vous pouvez venir participer. Ça sera à l'arrière-pays dans le centre. Ensuite, on organise le soir un apéro à Valenciennes et il reste encore quelques places également. Et après, du coup, on commence les événements de mai avec une place des agences au Moxie de Lille City avec justement un de nos intervenants qui est Vulfran pour découvrir comment faire rayonner son agence ou quand aussi on est indépendant et de prendre sa com en main. Après l'afterwork de Slasher le 15, vous avez le 16 notre LabCom, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les tarifs Early Bird finissent vendredi. Tarifs Early Bird. Alors il y a une slide juste après. Voilà. Donc, de 8h à 17h, au 1894. Ici, vous avez un exemple de nos intervenants qui seront là toute la journée. Donc, le programme est complet sur le site. Allez le regarder et inscrivez-vous avant la fin des Early Bird. Et après, on a encore des slides. Voilà. Et on finit du coup le mois avec une conférence au Tripostal sur l'île 3000 qui est complète, mais une liste d'attente est ouverte si vous souhaitez vous inscrire, et un nouveau Dash Connection à Lille. Et est-ce qu'il y a encore une slide après? Et il y aura communication, du coup, vous pouvez rejoindre la communauté sur LinkedIn, suivre l'avancée du projet avec des grandes étapes qui ne vont pas tarder à arriver, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Merci du coup à Anthony et à Quentin pour l'organisation. Ces partages. Merci à vous, c'était un plaisir. Contact dans le mail de rappel de satisfaction qui sera envoyé dans l'après-midi. Oui. Si vous voulez les contacter. Merci à toutes et à tous. Et puis on se dit à très vite sur les prochains rendez-vous Place de la Com. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée.